Mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver pour cette édition de 15 heures. Voici les titres de ce journal. L'Assemblée nationale, deuxième séance plénière de la première session ordinaire du Parlement. Pour les actualités internationales, la présidence palestinienne dénonce un véritable mascarade. Les détails dans cette édition de 15 heures. Mesdames et messieurs, le journal au complet à présent. Je vous disais dans le titre, l'Assemblée nationale a abrité ce matin, lundi 22 mai 2023, la deuxième séance plénière de la première session ordinaire du Parlement de l'an 2023. Présidée par le président de l'Assemblée nationale, M. Deleta Mohamed Deleta, a vu la participation du Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, et les membres du gouvernement. Au début de la séance, une minute de silence a été observée par les députés et les membres du gouvernement avant la séance des questions au gouvernement, afin de rendre hommage aux grands commis de l'État qui sont Feu Hachi Abdoulaye Orah et Abdelrahman Cheikh Mohamed. À l'ordre du jour de cette séance, projet de loi numéro 1, année 2023, 9e législation portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2021 du Diwan des biens WARF. Le projet de loi numéro 2, année 2023, 9e législation portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2020 de l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti. Troisième projet de loi numéro 3, année 2023, portant adoption des comptes financiers de l'Office national du tourisme de Djibouti, exercice 2021. Le quatrième projet, numéro 4, année 2023, 9e législation, instituant la fonction de l'audit interne dans les institutions publiques. La 5e, la 6e, la 7e, la 8e porte les comptes des comptes des financiers de l'exercice de 2018 jusqu'à 2021 de l'ADDS. La 9e du projet de loi numéro 10, année 2023. 9e législation portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2020 de la CNSS. L'ordre du jour de la deuxième séance publique de la première session ordinaire appelle la discussion de 9 projets de loi. Projet de loi numéro 1, AN 2023, 9e législative, portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2021 du Diwan Zakat. Projet de loi 02 AN 2023, 9e législative, portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2020 de l'ONEAD. Projet de loi numéro 3 AN 2023, 9e législative, approbation des comptes financiers de l'exercice 2021 de l'ONTD. Quatrième projet de loi 04 AN 2023, 9e législative, instituant la fonction de l'audit interne dans les institutions publiques. Projet de loi 05 AN 2023, 9e législative, portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2018 de la DDS. Projet de loi numéro 6 AN 2023, 9e législative, portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2019, ADDS. Septième projet de loi 067, la 7e, AN 2023, 9e législative, portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2020 de l'ADDS également. Et également le projet numéro 8, projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2021 de la DDS. Et enfin, projet de loi 09 AN 2023, 9e législative, portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2020 de la CNSS. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chers collègues, nous allons examiner les projets de loi numéro 1 portant approbation.
Vous allez suivre les interventions de cette séance plénière dans nos prochaines éditions. Autre actualité de ce journal, une réalisation de plus pour la Fondation Ismaël Marguerite pour le logement avec la cérémonie de remise des clés aux bénéficiaires de 30 logements sociaux à Hol Hol. Cérémonie organisée par la Fondation avec la participation du ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Ainsi, le directeur de la Fondation IOG pour le droit au logement, la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, ses collègues du logement et des Affaires musulmanes ont été hier matin, à Hol Hol, à la sous-préfecture de la région d'Ali Sébié. Un déplacement donc dans le cadre des actions de la Fondation qui vient de concrétiser encore une fois ce projet financé par le Fonds Kouétien pour venir en aide aux habitants les plus nécessiteux de Hol Hol. Le ministère des Affaires sociales et des Solidarités est intervenu dans cette réalisation dans la sélection des bénéficiaires en se basant sur les critères d'éligibilité et un mécanisme de sélection à partir du registre social. Les familles retenues répondaient à ces critères qui est notamment de se trouver dans une situation de pauvreté extrême, de ne pas disposer de logement, d'avoir plusieurs enfants à charge dans des situations de handicap. C'est en se référant à ces modalités que le ministère des Affaires sociales et des Solidarités a mené ce travail qui lui a été confié par la fondation IOG, une fondation qui œuvre depuis pratiquement 6 ans pour mettre la tête des familles qui sont démunies. Après Djibouti-Ville, toutes les régions de l'intérieur ont bénéficié des actions de la fondation, actions qui dépassent depuis quelques temps les chefs-lieux pour une prise en charge des populations qui vivent en dehors de ces zones et qui sont réellement dans le besoin. Dans la matinée du 22 mai 2023, l'Escale International Hotel a abrité la cérémonie de lancement des réunions des experts et des ministres de la Commission de la jeunesse et du sport de l'océan Indien qui s'étendra sur une durée de 3 jours. Rappelons que ces premiers jours d'entretien concernaient principalement les experts de la jeunesse et des sports des 7 pays membres de la CGSOI, à savoir le Comore, la République de Djibouti, Madagascar, Maurice, Mayotte, la Réunion et les Seychelles. Lors de cette cérémonie, le Dr Ribo Moumin a marqué le lancement des travaux d'expertise à travers un mot de bienvenue, d'accueil, d'encouragement et l'expression des soutiens indéfectibles que fournit le ministère de la Jeunesse et de la Culture de Djibouti, dont elle a à la charge, ainsi que le gouvernement djiboutien. Les travaux d'expertise sont donc débutés suite à une chaleureuse photo de famille qui souligne la magnifique collaboration entre ces différents pays et Djibouti au sein de cette commission. Santé à présent, c'est dans le cadre de la préparation de la demande à financement GC7 du Fonds mondial que le ministère de la Santé a organisé une retraite à Arta du 17 au 22 mai 2023 afin de consolider la demande de financement des maladies transmissibles telles que la tuberculose, le VIH-Sida et le paludisme qui sera soumise le 30 mai 2023. En effet, au cours de chaque cycle de financement, le Fonds mondial alloue des fonds des donateurs aux pays admissibles pour compléter la contribution du gouvernement dans la lutte contre les maladies transmissibles, la tuberculose, le VIH-Sida, le paludisme. Ainsi, le secrétaire général du ministère de la Santé, le Dr Salah Bonoito Tourab, accompagné du président du CCMI, M. Ahmed Saad, la directrice des programmes de santé prioritaires, Mme Mounir Ali, le PNU de l'OMS s'est rendu à Arta le jeudi 18 mai pour s'assurer du bon déroulement des travaux qui consistent à plusieurs volets, entre autres la prise en charge de l'approvisionnement en médicaments, les réactifs et les consommables nécessaires pour la lutte contre ces maladies. Le secrétaire général du ministère de la Santé a assuré les participants de sa disponibilité pour faciliter le bon déroulement de ce programme intégré qui doit contribuer à mieux viser les ressources et à harmoniser les efforts déployés pour accroître l'efficacité, l'efficience, la qualité et la pérennité de ces programmes. Nous sommes en train d'élaborer un document que nous devons soumettre au Fonds mondial pour le financement des 3 années qui viennent. Ensuite, dans son intervention, le secrétaire général n'a pas manqué d'encourager les différentes équipes en précisant que cette procédure devrait garantir l'intégration des programmes et de renforcer l'impact des investissements dans les portefeuilles ciblés. On écoute. Et, vraiment la version provisoire assez rapidement pour que nous soyons au courant de ce que vous avez dans le document, puisque l'exécution, en grande partie, ce sera le ministère de la Santé qui va le faire avec ses partenaires nationaux et internationaux.
je voudrais que vraiment vous travailliez d'ici lundi, apparemment c'est prévu jusqu'à lundi, pour qu'on puisse avoir le plus rapidement le document provisoire et que vous puissiez aussi envoyer au niveau du Fonds mondial pour commentaires et pour qu'on puisse terminer à temps, comme il a dit le président, le 29, avant le 29 ou le 29 en dernier lieu. Je serai aussi présent quand vous allez présenter le document définitif au CCMI. Et si on lit le document en avance, on pourrait à ce moment-là aussi apporter de commentaires. À Aramous, le siège central de l'Agence nationale pour les personnes handicapées a abrité hier matin une cérémonie de signature d'un plan de travail entre l'ANPH et le Fonds des Nations Unies pour l'amélioration de la condition des enfants, l'UNICEF. Ainsi, le document du protocole paraphé par le directeur général de l'ANPH, M. Douali Saïd Mahmoud, et le représentant adjoint de l'UNICEF, M. Daouda Diop, constitue un maillon important dans la mise en place des programmes concertés de la protection des droits des enfants handicapés. L'objectif de promouvoir la consolidation et la situation des enfants djiboutiens vivant avec du handicap, ainsi soutenir les actions de l'ANPH. Ce protocole d'accord servira également à présenter les grands axes de partenariat entre l'ANPH et l'UNICEF, notamment dans le domaine de la santé, de l'éducation des enfants à besoins spécifiques. Outre le directeur général de l'ANPH, le représentant adjoint de l'UNICEF en prépare également à la cérémonie des hauts cadres et des deux institutions ainsi. D'enfants handicapés, quelques 10% donc des enfants donc, qui constituent la population du monde. Et ces obstacles auxquels ils sont confrontés les empêchent de participer pleinement à la société, qui doit être basée donc, sur l'égalité de chances. Et d'où l'intérêt ensemble de travailler dans l'inclusion donc, de ces personnes vivant avec le handicap. Et tout ceci commence par nous. Cette action que nous allons faire ensemble pour éliminer les obstacles physiques, des obstacles liés au comportement, mais aussi à la communication. Donc, nous allons aussi travailler, comme vous le savez, nous sommes à l'ère du numérique, nous allons travailler pour réduire cette fracture numérique qui concerne aussi ces enfants. Pour sa part, le directeur général de l'ANPH, M. Douali Saïd Mahmoud, a indiqué que l'objectif de cette signature du présent accord est de combattre les obstacles et la discrimination liées à l'handicap dans l'ensemble du pays. Et il a cité, je cite, « Nous sommes pour l'inclusion des enfants djiboutiens vivant avec du handicap dans les programmes des instances. C'est pour nous un objectif commun de faire preuve d'une bonne volonté pour améliorer la qualité de vie des enfants à besoins spécifiques. Ainsi, à travers ce plan d'action, nous allons anticiper les besoins spécifiques de nos enfants dans différents domaines, notamment dans l'éducation et la santé. » Fin de citation. Je vous emmène au nord du pays, à Tadjoura, où en présence du préfet Hassan Dabeli, plusieurs responsables du lycée technique de Tadjoura s'est réjoui de l'inauguration de la salle informatique, une salle de créativité, un jet d'eau. Ce sont là des réalisations correspondant chacun à un volet et répondant à des besoins et inspirations spécifiques de cet établissement. La mise en place d'une nouvelle salle informatique est née de l'ambition de décloisonner, de démocratiser l'accès au NTIC et l'utilisation de l'informatique. Une bribe d'histoire de la ville de Tadjoura en ce sens où, se faisant voulu reproduire une réplique du légendaire puits qui confère son nom à la ville. La modernisation constante de notre lycée. D'autre part, ce sont là des projets d'utilité et d'intérêt pédagogique qui mobilisent et rendent indispensable la participation de tous les acteurs ici, de tous les secteurs de formation. En ce sens, pour n'en souligner que cet aspect, la réalisation de chacun de nos projets, de par les conditions réelles dans lesquelles ils s'opèrent,
constitue une immersion dans le monde du travail. C'est cet esprit qui inscrit dans la durée tous les projets de notre établissement et leur confère par conséquent toute la cohérence. Les réalisations dont nous procédons aujourd'hui à l'inauguration en sont une preuve édifiante. Cette technique d'État-Jura s'est réjouie d'inaugurer une salle informatique, une salle de créativité, ou bien un labo de créativité, et un jet d'eau. Ce sont là des réalisations correspondant chacun à un volet et répondant à des besoins et aspirations spécifiques de notre établissement. Sport à présent, 2 médailles pour Djibouti après le sacre de Habon. Médaillé d'argent sur 5000 mètres et c'est au tour du jeune Ayanlé de dominer les 1500 mètres au championnat arabe au moins de 23 ans à Tunis. C'est une consécration pour les athlètes djiboutiens qui s'illustrent encore une fois dans les championnats continentaux et internationaux. Le secrétaire d'État chargé des sports, son Excellence M. Hassan Mohamed Kamel, s'est réjoui de la performance de ces sportifs talentueux et en devenir. C'est une véritable source d'inspiration pour la jeunesse djiboutienne et une preuve que l'investissement dans le sport porte ses fruits. La médaille est la récompense ultime pour l'effort et la persévérance de tous les acteurs impliqués dans la compétition. Elle représente le dépassement de soi, l'esprit d'équipe et la fierté nationale. C'est pourquoi chaque médaille obtenue est un symbole d'honneur et de reconnaissance pour l'ensemble de la communauté sportive du pays. En cette heureuse circonstance, le secrétaire d'État chargé des sports renouvelle ses sincères félicitations à ces jeunes et vaillants athlètes et leur souhaite beaucoup de succès dans leur carrière qui s'annonce prometteuse. Dans les actualités régionales, au Soudan, un cessez-le-feu d'une semaine est censé entrer en vigueur lundi soir entre l'armée et les paramilitaires qui se disputent le pouvoir au Soudan et poursuivent pour le moment le violent affrontement. Les médiateurs américains et saoudiens ont annoncé dimanche avoir obtenu, après 2 semaines de négociations en Arabie Saoudite, une trêve d'une semaine à compter de lundi au soir. Les deux camps ont annoncé par communiqué vouloir respecter cette trêve que l'ONU, l'Union africaine et le bloc de l'Afrique de l'Est, l'IGAD, ont salué. Mais en plus de 5 semaines de guerre, une dizaine de cessez-le-feu ont été promis, aussitôt violés. Depuis le 15 avril, la guerre entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires de forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo a fait 1 millier de morts dans ce pays d'Afrique de l'Est et plus d'1 million de déplacés et de réfugiés. Actualité à la une de ce journal, la présidence palestinienne a dénoncé lundi un véritable massacre et un crime de guerre majeur après que 3 Palestiniens sont tombés en martyrs à la suite d'un nouveau raid de l'armée de l'occupation israélienne à Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée, dénonçant un véritable massacre. Le porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Abou, a qualifié les opérations répétées des forces de l'occupation à Naplouse de crimes de guerre majeurs, punition collective à laquelle il faut mettre fin immédiatement. Le porte-parole a appelé l'administration américaine à intervenir immédiatement pour arrêter la folie de l'occupant. Plus tôt, dans un communiqué, le ministère de la Santé palestinien a identifié les 3 Palestiniens tués par l'armée de l'occupation dans le camp de réfugiés palestiniens de Balata à Naplouse. Depuis le début de l'année, au moins 150 Palestiniens sont tombés en martyrs dans des agressions de l'occupant israélien, selon des sources palestiniennes officielles. Sur la fin de ce journal de 15h, mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.